Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Comment Hitler est devenu le Führer. Le soir du 8 novembre 1923 à Munich, dans l'immense brasserie Birker Braukeller, Gustav von Kahr, chef du gouvernement de la Bavière, alors en rébellion ouverte contre le gouvernement de Weimar, a commencé un discours. Soudain, il est interrompu par une poignée d'hommes en armes qui viennent de faire éruption et que mène Adolf Hitler, pistolet à la main. Celui-ci bondit sur une table et tire un coup de feu en l'air en s'écriant « La révolution nationale commence !» Hitler, 34 ans, s'est imposé depuis 1921 comme le chef de l'un des nombreux corpuscules d'extrême droite qui agitent l'Allemagne d'après-guerre, le NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le jeune parti nazi s'emploie à faire régner la terreur dans les réunions politiques avec une véritable milice, les SA, Sturmleitung, littéralement section d'assaut. Auparavant, il a mené une existence de vagabond interrompue par la Grande Guerre. Simple soldat, mais patriote sans faille, il s'y est honorablement conduit au point que l'armée, constatant ses talents d'orateur, lui a confié, après la guerre, des tâches de propagande. C'est alors qu'il a achevé de forger ses convictions, celles d'un nationalisme radical, s'enracinant dans l'idéologie germanique Völkisch, une grande Allemagne, peuple élu exclusivement de sang allemand et pas de race supérieure sans race inférieure, le juif, l'ennemi de toujours. En cette soirée du 8 novembre 1923, Hitler, l'infatigable orateur du NSDAP, se verrait bien le Mussolini allemand de la marche sur Rome qui a si bien réussi le 28 octobre de l'année précédente. Le parti nazi s'est étoffé et le régime de Weimar est en pleine crise inflationniste et politique. Des mouvements révolutionnaires se manifestent un peu partout. Le ministre des Affaires étrangères, Walter Rathenau, a été assassiné le 24 juin 1922. Cependant, le chef de la Reichswehr, le général Hans von Seeckt, a averti les lignes armées que toute rébellion serait réprimée sans faiblesse, en ajoutant « Il n'y a qu'une personne qui puisse faire un putsch, c'est moi, et je ne le ferai pas ». Tout à ses discours enfiévrés et à ses revues de SA, Hitler n'a pas pris la mesure de la situation. La marche non sur Berlin, mais dans Munich, qu'il entreprend le lendemain, se termine par une fusillade qui fait 16 morts chez les nazis et 3 chez les forces de l'ordre. Hitler, l'épaule luxée, s'enfuit. Il est arrêté 2 jours plus tard et incarcéré à la prison de Landsberg am Lech, à 65 km de Munich. Le NSDAP est interdit ainsi que son journal, le Völkischer Beobachter, l'Observateur populaire. Selon toute apparence, l'ascension politique de Hitler s'arrête là. Il est seul, sans épouse, sans famille, sans amis intimes. Dans sa prison, il ne boit ni ne fume, il ne lit guère en dépit de la légende d'un Hitler autodidacte et dévoreur de livres. Ce maniaco-dépressif songe au suicide, celui des martyrs de la foi. En attendant ce geste héroïque, il refuse de s'alimenter. Et puis, un extraordinaire revirement se produit. Une petite cour s'est formée autour de lui, composée de ceux qui l'ont suivi en prison. Parmi eux, Rudolf Hess, l'inconditionnel, qui ne cesse de lui dire que sa mission n'est pas achevée, qu'elle commence au contraire. Le procès qui se prépare va lui fournir une nouvelle tribune d'où il va pouvoir se faire connaître. Hitler se laisse d'autant plus facilement convaincre que sa cellule est confortable et que le personnel de la prison, directeur compris, acquis à sa cause, est aux petits soins. Cette idée devient la sienne, d'autant que l'incarcération lui a donné le temps de la réflexion. Il a compris qu'une nouvelle tentative de putsch sera tout autant vouée à l'échec. C'en est fini de la période romantique, si on ose dire. Le combat qu'il faut mener maintenant est politique. Le procès commence le 26 février 1924 à Munich, sous le grave chef d'accusation de haute trahison ainsi que du meurtre de 3 policiers. Hitler y tient le devant de la scène, il accepte volontiers la responsabilité du putsch. Mais surtout, il parle de l'avenir, un avenir proche,
celui de l'avènement de la Grande Allemagne. Peu importe qu'on le condamne ici, car l'histoire le porte et elle l'acquitte. L'accusé n'écope que de 5 ans de prison. Le tribunal lui est si favorable qu'il évoque en outre la possibilité d'une libération anticipée et qu'il s'oppose à la demande d'expulsion comme étranger, Hitler est encore autrichien, à sa sortie de prison, formulée nettement par le ministère de l'Intérieur de Bavière. Pour sa défense, Hitler avait préparé un mémorandum. 4 ans et demi de combat contre le mensonge, la sottise et la lâcheté. Son cénacle, et notamment Max Amann, en charge des éditions du parti, le persuade d'étoffer ce plaidoyer en un manifeste qui va prendre le nom de Mein Kampf, mon combat. On ne sait qui de Hitler ou d'Amann en a l'idée du titre, assurément plus accrocheur que le précédent. Toujours est-il que Hitler s'attelle à la tâche. Soit qu'il tape lui-même sur une machine à écrire, soit que, plus probablement, il dicte à ses proches, à Rudolf Hess principalement. Ainsi s'élabore Mein Kampf, le grand tournant de la vie de Hitler. On a longtemps sous-estimé ce texte. Tout y est dit pourtant, dans une écriture au demeurant chaotique et indigente. Le sang, la race, celle de la Grande Allemagne, du peuple arien qui doit se débarrasser de cette autre race maudite qui est celle du juif. Une vaste lutte cosmique, un combat planétaire sous l'égide d'un chef héroïque, d'un Führer, qui saura porter le glaive pour conquérir l'espace vital à l'Est. Lorsqu'Hitler sort de prison le 20 décembre 1924, après 13 mois d'incarcération, au lieu de 5 ans, il n'est plus le même. Il n'est plus le tambour du parti nazi, son orateur. Il en était certes déjà le chef, et même adorné du titre de Führer, un mot un peu passe-partout en Allemagne qui signifie conducteur plus que chef. Hitler entend dorénavant donner une autre dimension à ce terme. Führer avec une majuscule. Il est désormais le porteur de la mission grandiose qu'il vient de définir dans Mein Kampf. Hitler a compris que pour conquérir le pouvoir, il doit s'appuyer sur un parti qui lui soit totalement dévoué, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Le 27 février 1925, il prononce un discours de 2 heures, symboliquement, à la Bürgerbrauer Keller de Munich, là où a commencé son putsch 16 mois auparavant. Après ces thèmes habituels contre le diktat de Versailles et sur la nécessité de combattre cette peste mondiale qu'est le juif, il en vient au véritable objet de son discours, la refondation du parti, la fin des divisions internes et le rassemblement autour de sa personne. Je me suis abstenu de toute parole pendant 9 mois. À présent, je dirige le mouvement et personne ne m'imposera de conditions, dit-il. Le parti nazi devient le parti du Führer. Quiconque refuse de se soumettre n'a rien à faire au parti, rappelle Hitler en mai 1927. Or, le dit parti n'est plus un groupuscule. Même si ses débuts électoraux sont difficiles, 3% des sièges aux élections législatives de décembre 1924 et 2,8% à celles de mai 1928. Inculte et paresseux chronique, Hitler ne s'occupe ni de l'intendance, ni de l'administration du parti, ni de la recherche de fonds. Il n'est pas un homme de dossier, et moins encore de lecture de rapports. En revanche, il veille jalousement à sa propagande personnelle. Un « Heil Hitler », salut au sens d'hommage, est devenu obligatoire entre les membres du parti. Défilés, brochures, photographies, ventes militantes de Mein Kampf confèrent à Hitler une stature nationale. Le mouvement de jeunesse qui est fondé par le parti en 1926 ne pouvait être baptisé autrement que Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes. Le congrès annuel du parti qui se tient à Nuremberg à partir de 1927 dans d'extraordinaires déploiements d'uniformes, de bannières et de drapeaux concourt à sa glorification tout comme ses discours dont il a fait depuis toujours son atout maître. Le futur chancelier du Reich s'est d'abord imposé par le verbe, avec sa voix de baryton en attendant qu'elle s'éraille, et son accent autrichien au R roulé qui séduit ses auditeurs et plus encore ses auditrices. C'est un long crescendo rythmé par des vagues d'applaudissements que provoquent la scansion et la chute des phrases. On a quelquefois dit que Hitler improvisait ses discours. Il n'en est rien. Il les prépare soigneusement, au contraire, avant de les mémoriser. Et que dit-il ? Les thèmes sont immuables.
La réfutation de la responsabilité de l'Allemagne dans le déclenchement de la Grande Guerre, la dénonciation du diktat de Versailles, la dénonciation des Juifs responsables de tous les maux de l'Allemagne et celle du marxisme et de l'Union soviétique, elle-même marquée au coin de l'antisémitisme. Il n'y a pas, assure l'orateur, de dictature du prolétariat, mais 478 prétendus responsables du peuple, dont 430 Juifs, qui exercent leur dictature sur le prolétariat. Ces discours font florès. Ernst Hanfstaengl, grand bourgeois de Munich, qui a fait ses études à Harvard et n'est rentré en Allemagne qu'en 1921, a embrassé avec enthousiasme la cause nazie au point de devenir un ami personnel de Hitler. Il témoigne dans des mémoires au demeurant très critiques « La salle était électrisée. Jamais je n'ai entendu un orateur manier comme lui l'allusion mordante et l'ironie. » L'effet hypnotique de ces discours sur les masses doit toutefois être relativisé, car Hitler s'adresse à des auditoires déjà conquis ou qui ne demandent qu'à l'être. D'ailleurs, selon des études récentes, il semble que les peut-être trop fameux discours de Hitler n'aient eu que de peu d'effet sur les élections décisives précédant les années 1933. Sans la crise économique mondiale de 1929 qui s'étend sur l'Allemagne à partir de 1930, on peut conjecturer que le parti nazi ne se serait pas imposé dans le paysage politique. On dénombre 3,5 millions de chômeurs à la fin de 1930 et 6 millions 18 mois plus tard. La misère s'abat sur le pays en rejetant des millions d'électeurs sur les partis extrêmes communistes et nazis. Ce sont d'ailleurs pas tant des chômeurs qui ont voté pour le NSDAP que ceux qui ont craint de le devenir. Toujours est-il qu'aux élections législatives de septembre 1930, le parti nazi emporte 18,3% des sièges, soit 107 sièges au lieu des 12 précédemment, et 37,4% à celle de juillet 1932. Le bouffon du putsch de la brasserie est désormais un candidat au pouvoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager nos émissions. À très bientôt sur Storia Voce.